Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal avec ce soir une actualité plutôt chargée. On reviendra notamment sur la situation toujours explosive qui sévit sur le département. Pour en parler avec nous, Daniel Zaidani. Bonsoir Daniel. Alors vous êtes le conseiller départemental de Pamandji. Avec vous, on parlait de ce qui s'est passé récemment. On a vu notamment avec ce qu'a subi le président des Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, avec cet incendie qui s'est déclaré dans ses locaux. On parlera également de la situation, notamment la crise des expulsés. On verra tout cela avec vous, Daniel, puisque vous avez fait parvenir un communiqué dans lequel vous donnez votre position sur ce qui se passe aujourd'hui. On en parle tout à l'heure plus amplement dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Emmanuel Legras, président de l'ADI. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur cette semaine qui a débuté hier, une semaine qui est dédiée à la femme, notamment l'entrepreneuriat au féminin. On verra avec vous les actions menées par l'ADI tout au long de l'année dans le département et quels résultats cela porte. On verra tout cela tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 31 mai. Après une multitude de cambriolages, le cabinet de Mansour Kamardine a été incendié cette nuit. Le président du parti Les Républicains a été prévenu par SMS, ce qui laisse penser à une préméditation et donc à un acte criminel. L'avocat accuse ainsi des personnes présentes place de la République d'avoir commandité l'incendie. Explication. Les jours passent, mais la crise des expulsés s'enlise. Aucune solution miracle n'émerge, tandis que d'autres expulsions sont d'ores et déjà prévues. Alors, comment résoudre une crise de plus en plus profonde ? Une question que tout le monde se pose, mais à laquelle personne ne semble pouvoir répondre. Ce matin, une conférence de presse sur le forum de l'économie numérique s'est tenue à la CCI de Mayotte. L'occasion de faire le point sur ce secteur d'activité particulièrement porteur de développement et d'emploi, mais encore sous-exploité à Mayotte. Reportage à la fin de cette édition. Après avoir été cambriolé plus de 10 fois ces derniers mois, le cabinet d'avocats du président du parti Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine, a été incendié dans la nuit. Un des barreaux a été tordu, un cocktail Molotov a été introduit par la fenêtre. Fort heureusement, l'incendie a été stoppé grâce à une fontaine à eau présente dans la cuisine. Pour l'avocat, il s'agit clairement d'un acte criminel prémédité pour le faire taire. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les images parlent d'elles-mêmes. Le cabinet de Mansour Kamardine a été victime d'un incendie cette nuit. Heureusement, les tuyaux de la fontaine à eau ont fondu et l'eau s'est répandue dans la cuisine, stoppant les flammes. Le président du parti Les Républicains nous en dit plus sur ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu des gens qui ne supportent pas mes prises de position quant à la lutte contre l'immigration clandestine et qui ont décidé de me punir, de mettre le feu ici. Des actes d'intimidation, comme on les a vus aussi sur les réseaux sociaux. Si j'ai un message à dire clairement à ces personnes, c'est qu'ils ne me font pas peur et que je continuerai cette bataille parce que je considère qu'il s'agit d'un combat de survie. Mayotte est généreuse. Elle a été au-delà de ce qui lui était possible en termes d'accueil des populations ici. Maintenant, nous avons été au-delà de ce qui était possible. À partir de ce moment-là, nous sommes en train de dire « Bassivo, stop ». Si c'est cela qu'on veut me faire payer, eh ben je suis prêt à payer la note. Pour Mansour Kamardine, cet acte a été commandité et il accuse directement des personnes présentes place de la République. Il semblerait que cet acte odieux a été commandité depuis la place de la République hier soir avec l'achat d'essence. J'espère que les auteurs qui ont fait ça seront appréhendés parce que pour moi ils sont identifiables, qu'ils diront quels sont les commanditaires, qu'ils diront qui a payé l'essence et ainsi de suite pour que toute cette petite équipe soit appelée à venir s'expliquer devant les tribunaux parce que cet acte est un acte innommable, c'est un acte extrêmement grave, c'est un incendie volontaire. Du côté des associations, l'accusation portée ne sera pas commentée par Ali Afidou, présent sur notre plateau ce matin. J'ai entendu ce que M. Kamardine vient de dire. Je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Je préfère plutôt aujourd'hui passer un message de paix, un message d'apaisement, plutôt que jeter de l'huile sur le feu. Je ne souhaite pas pointer du doigt qui que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps qu'on cherche la voie de la sagesse plutôt que le règlement par la force
ou bien les déclarations incendiaires. Laissons la justice faire son travail, laissons la justice chercher les coupables, ne désignons pas à la hâte des personnes, ne prononçant pas de nom qui risquent juste que de mettre de l'huile sur le feu et qui n'arrangera rien vu la situation aujourd'hui. Les jours passent et les divergences se creusent entre les membres d'associations et de nombreux hommes politiques mahorais. Nous sommes en totale divergence avec les associations dites de droits de l'homiste parce que ce que nous vivons ici est une situation que nous ne vivons nulle part ailleurs dans le monde, où vous avez la population immigrée plus de 50% de la population globale, c'est-à-dire plus importante que la population normale du territoire. Et je veux leur dire, notamment à tous ceux qui parlent de Mayotte sans connaître, qui parlent des Mahorais sans les connaître, que nous avons une générosité immense, parfois à des limites infinies, mais qui ici ont été dépassées. Dans ce climat, les actes de violence, les appels à la haine et autres menaces se multiplient. Mansour Kamardine vient d'en faire les frais, et ce n'est pas pour apaiser le climat ambiant. On le voit, Daniel, Mansour Kamardine qui vient de témoigner dans ce reportage et qui fait clairement état de sa position aujourd'hui. Si ce sont des faits qui s'avèrent justement pour le faire taire, celui-ci a décidé de ne pas se laisser faire. Que pensez-vous de ce qui se passe là, justement, de cet événement ? Je pense très, très clairement que cet attentat à l'encontre... Vous parlez complètement d'attentat. Oui, non, mais évidemment, vous savez, c'est une agression caractérisée. Il ne s'agit pas d'un cambriolage, parce qu'un cambriolage, on peut après supposer plein de choses. Mais là, clairement, un cocktail Molotov, c'est vraiment une agression caractérisée, personnalisée à son encontre. Est-ce qu'il y a concrètement une liaison à faire entre les événements récents, ces prises de position et cela? J'aurais tendance à dire que oui. Pourquoi ? Tout simplement parce que sur les réseaux sociaux, nous avons vu plusieurs personnes qui incitaient à la haine et incitaient à aller dans ce sens-là. Et de la même manière, je crois que quand on prend un cocktail Molotov, ce n'est pas pour faire du bien à une personne. Et à l'occurrence, ce qui est reproché aujourd'hui au président des Républicains, c'est ses prises de position en faveur de la lutte contre l'immigration clandestine. Et Mansour Kamardine, on précise qu'il avait clairement été cité dans l'une des vidéos qui a circulé sur les réseaux sociaux. Justement. Parfaitement. Et d'ailleurs, dans ces vidéos, on pouvait voir des fatwas qui se faisaient à la sortie de la mosquée de vendredi en juin. Et vous, en tant qu'élu mahorais, conseiller départemental de Pamandzi, quel est votre sentiment sur la situation? Est-ce que vous vous sentez également dans cet état d'esprit où vous avez l'impression qu'on essaie de vous orienter ou de vous... Écoutez, je crois que les Mahorais ont pris des positions claires. Cela fait maintenant plusieurs années que nous constatons qu'il y a une montée de l'insécurité, une montée des agressions physiques, matérielles, physiques ou morales. On constate également que très clairement l'immigration est souvent liée à cette dégradation de la situation. Je rappelle qu'en début d'année, le procureur a présenté les chiffres de l'année 2015 et nous avons pu constater dans les faits qu'il y a eu encore une progression allant jusqu'à 50% dans les faits d'insécurité grandissant. Les premiers résultats que nous constatons sur l'année 2016 vont dans le même sens. Maintenant, je crois qu'il est important que l'État reprenne les choses en main. Il est important que l'État tienne compte de cette réalité. Les réponses qui doivent être faites à Mayotte doivent être des mesures pour ramener l'ordre sur le territoire. Ramener l'ordre sur le territoire, c'est de faire en sorte que la population mahoraise se sente en sécurité. Et ramener l'ordre sur le territoire, c'est également lutter contre l'immigration clandestine qui est souvent citée dans le cas où il y a des agressions sur le territoire de Mayotte. On reviendra sur ce point, Daniel, tout à l'heure, mais après les événements qui ont eu lieu hier, place de la République, le climat semble encore se tendre sur le département. En effet, les affrontements entre Décazé et forces de l'ordre ont beaucoup choqué et ne cessent d'être commentés. Ce matin, nous nous sommes rendus place de la République afin de connaître l'état d'esprit des expulsés pour qui la situation ne semble pas sur le point de s'arranger. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Cela fait plus de 15 jours que les expulsés campent place de la République. 2 semaines qui auront eu le don de crisper l'atmosphère générale au sein du département.
Ce matin, les événements d'hier étaient encore dans toutes les têtes. Raha karsonata solution hamu toujours isengedzea mana kars para changement wala kars para mshongo ilamba ito change wala fikira mba ito change fikira mara ifanya zo wantu zo zlamba za igreja na wana atawaisi aloptali rakofikira mata huku ka utosha nerto para jawabu la nzuzuri tuamblamba leo vani lazimani ri pare vahano kensi wala baridin vani sijara para tena maradi ya tambu ya pali harna mwezi sifikira mba wanalovanira haka parata maha 10 watoporana baridi wadwa baridi ya pali hiyo problem de rajara gitilia tena manar sana mbio to itambo maore sifikira matambo de jozi dio mana kawasoma Qur'ani wala kawasoma shizungu sifikira mba delinka wo son resages. Hier, certains expulsés ont barré la route suite à la rencontre avec le préfet. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène pour rétablir l'ordre. De son côté, Frédéric Vaux a été très clair avec les associations, leur rappelant que les services de l'État s'attellent actuellement à étudier les situations au cas par cas. Rakufikiri watu wendawa hadisina prefecture para solution isolution ra ipara basa rimbeshele ya prefe marahaba pasko aribele shamiraba unside malagon hatu rakufikiri ritsu para solution rirohe banu bani na tabu na mashaka rijari paramba bani majari wasili hatu rahama hatu rijari para miraba rijari jinstale bani. Les jours passent, mais rien ne change place de la République, tandis que du côté de la population, la scission semble grandir, entre dans un camp les défenseurs des expulsés et dans l'autre ceux qui les expulsent. Et ce matin, Ali Afidou, secrétaire général du collectif Soulou, a avoué qu'il était bien difficile de trouver des solutions à cette crise des expulsés et qui dure maintenant depuis plus de 2 semaines. Un état de fait dont semblent désormais conscientes de nombreuses personnes présentes place de la République. Ainsi, bien qu'en situation régulière, celles-ci ont demandé à être reconduites dans leur pays d'origine. Une demande qu'aurait refusée le préfet Frédéric Vaux, car cela n'entre dans aucune procédure de droit. On écoute le secrétaire général du collectif Soulou lors de la matinale de Kwezi. J'ai discuté hier avec le représentant des droits de l'homme, justement, qui était en négociation avec le préfet. Et il m'avait dit, justement, qu'il a proposé au préfet de faire un cordon humanitaire. S'il y a un bateau affrété, il accompagnerait ces personnes jusqu'aux Comores, puisque l'État français n'est pas capable d'assurer leur sécurité et leur dignité. Parce qu'il faut rappeler, ces personnes qui sont à la place de la République actuellement, c'est-à-dire enfants et ces femmes qui sont là, sont des personnes en situation régulière. Donc, à partir de ce moment-là, il appartient à l'État français, je dis bien, de les prendre en charge vu leur situation. Donc en clair, vous nous dites que si effectivement l'État français met à disposition un bateau pour que ces gens repartent aux Comores, selon vous, ils repartent? Ben je vous le dis, c'est M. Mfungoulier, représentant des droits de l'homme, qui a discuté avec le préfet hier, qui a fait cette proposition. Le préfet a refusé. Mais il y a des personnes, justement, là, et surtout après ce qui est arrivé hier, ils ne se sentent plus en sécurité. Et bien sûr, si on leur propose une sortie digne de ce nom, ben ils préféreront partir. Alors on reparle de cette crise des expulsés. Daniel, on l'a vu tout à l'heure, ces personnes qui aujourd'hui qui sont en place de la République et qui s'attendaient à des solutions de la part du préfet qui a priori ne viennent pas, en tout cas pas comme elles avaient espéré. Et aujourd'hui on a cette information que nombreuses d'entre elles ont demandé à être reconduites dans leur pays d'origine. Votre réaction par rapport à cela? Vous savez, Mayotte est un territoire qui attire. Mayotte a fait le choix de rester français, pour la liberté. Et à Mayotte, vous savez, on a un avantage sur beaucoup d'autres territoires qui se trouvent dans la région, c'est qu'on a la possibilité de rêver et de réaliser ses rêves. Et je crois que lorsque des gens décident de venir à Mayotte, c'est parce qu'ils savent qu'à Mayotte, on peut rêver et qu'on peut réaliser ses rêves. Mais aujourd'hui, il y a une capacité d'accueil qui a été largement dépassée sur le territoire. On voit bien qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux, on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment de services publics qui puissent accueillir la totalité de la population qui souhaite être scolarisée et de la même manière, la totalité de la population qui souhaite être hospitalisée. Et donc, de ce fait,
le défi aujourd'hui de l'État français à Mayotte, c'est de faire en sorte que les moyens soient déployés sur le territoire de Mayotte pour répondre à l'urgence qui existe sur le territoire. Mais cela ne suffira pas. Il faudra également que l'État français enclenche maintenant la coopération régionale. On ne peut pas rester à Mayotte et ne pas aider les pays de la région. Et pour cela, il est impératif que l'État français remette en place la coopération régionale d'État à État entre la France et les Comores. Cela se traduisait en 2006 avec une convention cadre qui avait été signée par Brigitte Girardin le 21 novembre 2006, où elle accordait une enveloppe de 88 millions d'euros aux Comores. Cette enveloppe n'a jamais pu être utilisée. Si vraiment l'État français est concrètement consciente de ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire de Mayotte, il est impératif que des hôpitaux soient construits aux Comores et que ces hôpitaux fonctionnent avec une coopération entre l'État français et l'État comorien. On ne pourra pas accueillir tout le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, les immigrés qui sont venus sur Mayotte se rendent bien compte qu'il n'y a pas la possibilité d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Et c'est cela qui est criant. Mais le manque de moyens pour le territoire de Mayotte ne fera pas exclusivement les immigrés. Je crois que régulièrement, lorsque je viens sur le plateau, je viens dénoncer justement le manque de moyens qui est fait au conseil départemental, qui est fait au niveau des communes, qui est fait de manière globalement dans le cadre du développement du territoire de Mayotte. On voit bien des nouvelles conventions, l'Europe est là, mais on voit bien que malgré tout, cela n'est pas suffisant. C'est pour cela que je le dis encore une fois, il ne s'agit pas simplement de stigmatiser une population, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de dire Mayotte est à la croisée des chemins, Mayotte doit prendre son envol dans la départementalisation et pour cela, la France doit accompagner le développement du territoire ainsi que le développement de la région. Les Comores est une ancienne colonie française, la France ne peut pas tourner le dos aux Comores et les Mahorais ne peuvent pas... Des fonds sont envoyés régulièrement, ça c'est quelque chose que vous... Non, je crois que... Qu'est-ce qui ne marche pas selon vous dans cette coopération qui a été mise en place? Je crois qu'il faut se dire la vérité. Lorsque la préfecture de Mayotte fait de la coopération avec les Comores, il s'agit d'une enveloppe de 300 000 euros par an, ce qui fait qu'en l'espace de 10 ans, seuls 3 millions d'euros a été utilisé pour faire de la coopération régionale. Vous comprendrez bien que ce n'est pas avec 3 millions d'euros en 10 ans que nous pourrons réellement aider les Comores. De la même manière, le conseil départemental, ce n'est même pas 120 ou 150 000 euros qui est fait en termes d'aide. C'est plutôt de l'échange entre culturel et sportif. Donc maintenant, il s'agit d'avoir une vraie coopération régionale où l'État s'implique pour sédentariser la population comorienne. Vous savez, les Comoriens, et je crois que ça a été dit à plusieurs reprises dans les reportages qui sont passés ces derniers jours, ils ne sont pas à Mayotte pour le plaisir. Lorsque les gens traversent un brin de mer, ils ne le font pas pour le plaisir. Ils le font d'abord parce qu'ils ne peuvent pas rêver. Quand vous avez 25 ans à Mayotte, vous vous imaginez une vie future. Vous vous imaginez un mariage, vous vous imaginez un travail, vous vous imaginez votre famille. Mais quand vous avez 25 ans aux Comores, vous vous dites, vaut mieux que je prenne à quoi ça, que je risque ma vie à mes risques et périls, mais j'aurai peut-être un espoir de pouvoir rêver. C'est ça la dure réalité. Force est de constater qu'aujourd'hui, beaucoup font face à la désillusion, Daniel. C'est pour cela, parce que à Mayotte, c'est certes un pays beaucoup plus développé que le reste, mais pour autant, c'est encore un pays sous-développé au sein de la France et au sein de l'Europe. Nous sommes le pays le plus pauvre au sein de l'Europe. Mais peut-être nous sommes le pays le plus riche dans l'océan Indien, hormis si on regarde les Comores et Madagascar, d'où viennent justement l'immigration. Aujourd'hui, la place de la République est occupée. Ça, c'est une situation inacceptable. Il faut que le pouvoir public, il faut que la préfecture de Mayotte, il faut que le préfet annule la réquisition qu'il a faite sur la place de la République. Nous avons vu les débordements qu'il y a eu, les affrontements qu'il y a eu hier. Il est impératif qu'une autre solution soit proposée. Ai-je besoin de rappeler que la place de la République porte son nom de place de la République pour la bonne et simple raison que le président Sarkozy a fait son discours de la départementalisation et de Mayotte française sur cette place. Voir 6 ans plus tard, cette place occupée de cette manière, parler de camps de réfugiés,
ce n'est pas acceptable. Il faut que le préfet de Mayotte prenne ses responsabilités, fasse un signe positif envers la population, envers ces migrants, et qu'on ne les laisse pas au vu et au regard de tous ainsi. Il y a d'autres solutions alternatives qui peuvent être enclenchées par le préfet. Je pense notamment à des gîtes comme le bataillon, le BSMA, comme au DLEM de Koualé, comme au DLEM de Dzaoudzi. Donc je crois que d'autres solutions existent. Je m'interroge sur pourquoi avoir pérennisé une situation sur cette place. On voit bien que ce n'est pas tenable pour personne. Maintenant, il y a des personnes qui souhaitent rentrer aux Comores, il faut les accompagner. Je me réjouis des premières mesures qu'on peut voir de la part de la préfecture, avions pour survoler les territoires. Aujourd'hui, il s'agit de personnes en situation régulière, Daniel, et aucune procédure de droit ne le permet comme il le souhaiterait. Vous savez, nous sommes à Mayotte dans une situation exceptionnelle, dans une situation explosive. Je crois qu'il faut des mesures exceptionnelles. Ce que les gens recherchent, ce n'est pas de régresser dans la vie, c'est de progresser. Ils sont en situation régulière éventuellement sur le territoire français. Il faut que la France leur donne la possibilité d'aller sur le territoire français où il y a des logements. À Mayotte, il n'y a pas de logement. Sur le bout de France qu'est Mayotte, il n'y a pas de logement suffisant pour accueillir des immigrés en situation régulière. Le défi aujourd'hui français, c'est de faire en sorte de pouvoir les loger là où il y a des logements. Ça, c'est la France. Et la France est capable de faire beaucoup de choses. Quand vous regardez les efforts conséquents qui sont faits en France métropolitaine, on peut être surpris que ces efforts ne soient pas déployés à Mayotte. Mayotte ne doit pas être considérée comme une île de dépenses, mais comme une île d'avenir. Et l'avenir de Mayotte dépend des politiques publiques que mettra la France sur le territoire. Dernier point abordé avec vous, Daniel. On a vu ces dernières heures une forme nouvelle de prise d'otage s'est tenue aujourd'hui à Mayotte. On a vu notamment du côté d'Ironi B, vers Tararano, également à Vaïbé, où des automobilistes ont été surpris, pris en otage par des barrages au début et en fin de fil, et des personnes sont venues les dépouiller. C'est une nouvelle forme de violence qui commence à pointer à Mayotte aujourd'hui. Quelle réaction? Est-ce que ça ne vient pas non plus entretenir la psychose qui règne déjà? Alors, premièrement, je ne lis pas cela au décasement qu'il y a au sein du territoire. La violence que vous me décrivez actuellement, c'est une violence récurrente et quotidienne sur le territoire. Sauf qu'actuellement, elle est mise en exergue et elle prend parfois des proportions inhabituelles. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire en sorte que les Mahorais soient en sécurité. Les mesures de l'État, les fameuses mesures de notre ministre de l'Intérieur. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai. Il ne faudrait pas nous dire qu'il a encore besoin d'une semaine pour les proposer. Vous comprendrez que la solution, ce n'est pas que la population ne sorte plus. Par exemple, si je dois me rendre à Bouéni ou à Mtsamboro, il ne faudrait pas que je me dise, à partir de 18h, je ne dois pas circuler sur les routes de Mayotte. Il est impératif que l'État français prenne les mesures de la situation gravissime dans laquelle nous nous trouvons et qu'un État de droit puisse régner. Il ne s'agit pas de diminuer ma liberté, mais il s'agit de renforcer ma sécurité. Et pour cela, nous pourrons y arriver lorsque des moyens seront mis sur le territoire et pas des moyens provisoires. Parce que je rappelle que la sécurité, l'immigration clandestine, ce n'est pas des situations provisoires. Il s'agit bien d'une situation pérenne actuellement et il faut inverser la tendance. Donc il ne faut pas annuler les concerts potentiels qu'on voudrait faire sur la place de la République ou à Mayotte pour dire que ça maintiendra ainsi les gens en sécurité, mais il faut déployer les moyens pour que les concerts ou pour que la liberté de circulation se fasse sur le territoire. Aujourd'hui, nous n'avons plus la liberté de circulation, nous n'avons plus la liberté d'animer le moindre événement sur Mamoudzou ou sur le reste de Mayotte. C'est pour cela que des couvre-feux en direction de mineurs doivent être généralisés sur le territoire et que des moyens en termes d'hommes doivent être renforcés sur le territoire de Mayotte et que toutes les mesures qui seront déployées sur Mayotte ne soient pas provisoires, mais soient bien pérennes, parce que c'est ainsi que le pouvoir public montrera des signes positifs qui conduira au retour d'une accalmie sur le territoire. Il faut que l'ordre règne.
Merci beaucoup Daniel Zaidani pour votre intervention et sur votre situation, pour les commentaires que vous avez fait sur cette actualité. Et aujourd'hui à Mayotte, les taxis n'ont pas la tâche facile. En effet, entre agressions de plus en plus fréquentes et concurrence illégale, prix du carburant et des conditions de travail qui semblent également se dégrader. À ce titre, le président du syndicat des taxis a annoncé sa candidature lors de l'élection prochaine du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat. On l'écoute au micro de Patrick Mian. Les élections, c'est octobre, dans 3-4 mois maximum. Donc on se prépare, oui, et on a notre place, oui, on va lutter pour avoir cette place-là. Et cette année, on se prépare de bonheur parce que il est temps que nous prenions notre place dans cette chambre parce qu'on a vu ces 10 années passées, la difficulté qu'on a rencontrée là-bas et la profession est complètement délaissée et j'espère que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Mais alors comment ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes candidat à quelque chose pour ces prochaines élections? Oui, c'est pas un secret. D'ailleurs, je vais lancer un appel à tout le monde que oui, je suis candidat à cette poste de président de la Chambre de métier. Par rapport à ce que les gens disent que je suis derrière Oulam, non, je suis devant Oulam, il me soutient. Ouais. Donc cette fois-ci, c'est moi qui serai devant. Et j'appelle à tout le monde, tout le secteur confondu au niveau des artisanats, venez avec moi pour fondre une équipe meilleure pour défendre notre secteur parce que la première entreprise de Mayotte, c'est l'artisanat. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 31 mai. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Hier, nous évoquions une vidéo circulant sur les réseaux sociaux d'un homme menaçant de commettre des attentats à Mayotte. Ce ressortissant comorien basé en Égypte et arrivé par le biais de la filière yéménite jure devant Dieu de faire couler le sang d'une population mahoraise qui se serait selon lui détournée de l'islam. La vidéo qui a beaucoup circulé ces dernières heures a été prise très au sérieux par les autorités. Hier, le préfet Frédéric Vaux annonçait ainsi que la vidéo était entre les mains des services spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Face à l'émoi, l'homme en question a d'ailleurs refait une vidéo sur les réseaux sociaux afin de s'excuser et de revenir sur ses déclarations. Mais il semble déjà trop tard puisque l'information circule que le Comorien aurait été arrêté par les autorités égyptiennes et incarcéré dans le pays. Il risque la prison à vie. Depuis des années, les raisons qui poussent de plus en plus d'individus à venir à Mayotte sont diverses et nombreuses. Exode économique, fantasme de l'Eldorado, mais aussi exode sanitaire. En effet, en jouant les frais médicaux sont hors de portée de la population, même si l'espoir d'un changement refait surface, avec la fin des travaux du nouvel hôpital Bambaoum Tsanga. Le chantier confié à une entreprise chinoise est désormais terminé et l'inauguration devrait se tenir en septembre prochain. 106 lits, un service de pédiatrie et gynécologie, une unité d'accueil des urgences ou encore 2 blocs opératoires sont ainsi regroupés au sein de la structure qui a coûté environ 8 millions d'euros. Selon l'ambassadeur de Chine aux Comores, Xiao Ming, cette inauguration technique constitue une nouvelle page dans les annales des relations de coopération entre la République populaire de Chine et l'Union des Comores. Reste maintenant à espérer que cette structure de santé pourra enfin être à la hauteur des attentes d'une population contrainte de risquer sa vie pour se soigner. Depuis quelque temps, la Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture traverse une grave zone de turbulence financière. Hier et à ce titre, la préfecture s'est fendue d'un communiqué pour éclaircir cette situation. Il est ainsi possible de lire que le préfet ne peut approuver le budget initial 2016. Le représentant de l'État constate une aggravation des difficultés de l'ACAPAM à l'examen du compte financier 2015, qui met en évidence une augmentation des charges et une diminution des recettes, induisant un résultat négatif. Dans ce contexte, un audit a été sollicité auprès du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux pour identifier les obstacles de toute nature obérant la capacité d'action de l'ACAPAM, et ce sur l'ensemble de ses missions, y compris la pêche et l'aquaculture. Il est enfin précisé que les conclusions de cet audit permettront au préfet de prendre toutes les dispositions utiles à l'exercice de sa mission de tutelle et à la relance de cet outil de développement.
Et on termine avec ce rendez-vous prévu les 28 et 29 juin prochains qui se tiendra à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarive. Il s'agit ici du premier Indian Ocean Network qui promet de faire salle comble à l'heure où la révolution numérique ne cesse de modifier en profondeur les modes de gestion dans le monde des affaires. Organisé par l'UCCI Océan Indien en partenariat avec la Commission de l'Océan Indien, l'événement a pour objectif principal d'identifier les moyens permettant de faire converger le développement du secteur des TIC, entendez les technologies de l'information et de la communication, et celui des autres secteurs productifs de la région du Sud-Océan Indien, Sud-Ouest Océan Indien. Les précisions avec Adèle Laurent. S'adressant à tout public, le premier Indian Ocean Network sera rythmé durant 2 jours par des conférences, des ateliers thématiques et des rencontres B2B. Le but est de créer une synergie entre les îles de Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion, l'Union des Comores et les Seychelles. Et pour le président du groupement des entreprises mahoraises des technologies de l'information et de la communication, ce forum sera aussi l'occasion d'apprendre des expériences des autres territoires. Personnellement, je suis persuadé effectivement que le numérique est un levier de développement formidable. Il est accessible pour Mayotte. Ce serait dommage de s'en priver. À l'occasion de ce forum, il y a un des modèles économiques européens, donc c'est l'Estonie, qui va être traité. C'est un pays qui a mis en avant justement le développement numérique dans le cadre du développement de son économie. Il y a énormément de choses à apprendre de ce modèle-là, énormément de choses qui sont réalisables dans nos régions et en particulier à Mayotte. Donc s'informer sur la stratégie de développement du numérique des autres territoires, c'est nous aider nous, c'est un moyen de trouver des idées pour développer quelque chose qui soit périn et qui ait du sens. Un forum qui va permettre aux différents acteurs du numérique de se rencontrer. Des ateliers seront également mis en place afin de créer un véritable échange entre les personnes par petits groupes. E-commerce, transition numérique des entreprises, agriculture ou encore tourisme, les sujets seront multiples. Un atelier aura pour thème l'e-santé, puisque les nouvelles technologies pourraient permettre de créer un système de santé plus fluide, plus efficace, moins onéreux et plus ouvert sur l'extérieur. Dans le domaine de la santé, on n'a peut-être pas les mêmes ressources sur chaque territoire, on n'a peut-être pas les mêmes équipements sur chaque territoire, et ça peut créer une dynamique entre certaines îles où on peut avoir des compétences d'un côté et puis avoir des patients de l'autre. L'idée, c'est la prise en charge au mieux du patient, la rapidité, etc. Je prends un exemple, on peut imaginer la mise en place de la télésanté entre les Comores, Mayotte ou entre Mayotte, Réunion ou autre. Il y a une vraie dynamique et je crois que c'est un vrai sujet. Les technologies de l'information et de la communication pourraient donc constituer un pilier de développement et de croissance économique influent sur tous les secteurs. Et les technologies numériques se développant très rapidement, Mayotte a tout intérêt à prendre le train en marche. Je pense que Mayotte est déjà rentrée dans le train, puisque ça fait 1 an que la CCI et GEMTIC travaillent avec les autres opérateurs de la région. On l'a pris. On n'est peut-être pas la locomotive, mais comme on est déjà dans le train, on va essayer de monter et aller vers la locomotive. Les technologies de l'information et de la communication au service du développement des territoires, ce forum pourrait permettre de maximiser les échanges entre les régions, mais également d'insérer Mayotte dans la dynamique régionale. Un moyen de développement économique pour l'île au parfum. Et on continue à parler de développement économique sur le département avec Emmanuel Legras, qu'on présentait tout à l'heure en début de journal, qui est le directeur de l'ADI. Alors, on va parler avec vous de cette semaine qui a débuté hier, une semaine pour encourager l'initiative entrepreneuriale chez les femmes. Alors, comment ça se passe? Aujourd'hui, un rendez-vous s'est tenu hier avec l'une des entrepreneuses que vous avez soutenues, un autre aujourd'hui, comme ça tout au long de la semaine. Alors, qu'en est-il exactement sur le terrain?
Tout à fait. Nous avons décidé cette semaine de dédier une campagne d'information et de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Donc la nouveauté également pour cette année, c'est qu'on a décidé de s'inviter chez des créatrices et chefs d'entreprise que l'on a soutenus. Donc hier, on était chez Maï Salon à Mamoudzou. Aujourd'hui, on était à Sangamouji, au Snack Sous le Soleil. Demain, nous serons à Tsingoni à la grilladerie Le Bambou. Jeudi, nous serons à Mzozia à la boutique Waila Wavenvenenao. Excusez-moi. Et vendredi, nous serons à Msapere à la boutique Souazen. Donc il était en effet important pour l'ADI du fait de sa mission de soutenir l'entrepreneuriat pour tout le monde bien entendu, mais du fait que 63% des porteurs de projets que l'on soutient sont des femmes, il était important de les mettre en avant, de les faire témoigner et de montrer à d'autres femmes également que l'initiative économique, que la création d'entreprise est une voie d'insertion. Alors c'est une action que vous avez mis en place, surtout quand on sait que le chômage à Mayotte touche les femmes à hauteur de 27,1%. C'était important d'insister là-dessus? Tout à fait, les femmes sont 2 fois plus concernées par le chômage que les hommes, donc leur taux de chômage est 2 fois plus élevé. Il est important en effet de montrer que l'initiative de la création d'entreprise leur permet de revenir vers l'emploi, donc elles créent leur propre emploi, mais également certaines ensuite, après des expériences de chef d'entreprise, vont rebondir et pouvoir pourquoi pas trouver un emploi salarié. Certains se trouvent plus confortables dans une situation de salarié. Mais en tout cas, il est important de dire que les femmes aujourd'hui sont le moteur, en tout cas un moteur essentiel de l'économie mahoraise. Sur l'ensemble des créateurs d'entreprises à Mayotte, l'année dernière, il y a eu 825 nouvelles créations d'entreprises. 50% des créateurs sont des femmes. Donc aujourd'hui, elles sont la plupart des initiatives sont portées par ces femmes et donc il est important de les valoriser et il est important de montrer que par l'exemple, on peut motiver d'autres à se lancer également et l'entrepreneuriat est une voie d'insertion. Alors est-ce que dans tout ça, il y a des secteurs en fait qui sont des secteurs qui sont de plus en plus qui sont préférés par les femmes? On a parlé de TIC. Est-ce que justement on en trouve des femmes entrepreneurs dans les TIC aujourd'hui? Alors l'ADI intervient dans le soutien à tout type de secteur d'activité. Alors les femmes à Mayotte s'engagent plus volontiers dans le secteur du commerce. Donc on va avoir du prêt-à-porter par exemple, des boutiques d'esthétique, de coiffure, on va avoir de la vente sur les marchés, etc. Mais on a en effet des femmes qui peuvent se rentrer très bien sur des nouvelles technologies, mais on a également des femmes qui se rentrent sur des métiers plutôt normalement masculins, on va dire, comme le BTP, comme l'élevage, comme l'agriculture, comme la pêche. Mais on va soutenir également de tout ce qui est transport de personnes, tout ce qui est service, donc tout type d'activité. Et les femmes s'engagent vraiment dans beaucoup de domaines variés sur Mayotte. Alors aujourd'hui, comment faire si on a un projet par exemple et qu'on souhaiterait être accompagné par l'ADI pour ceux qui seraient intéressés notamment? Alors il faut venir en effet nous rencontrer. Aujourd'hui nous avons 3 agences sur l'île, une à Mamoudzou, une à Dzoumogné et une à Chirangui, avec en projet une 4e agence qui devrait normalement ouvrir dans le centre de l'île d'ici fin d'année, début d'année prochaine, on l'espère. Donc il faut venir en fait rencontrer nos conseillers, exposer son projet, sa motivation, sa volonté de créer son propre emploi. Nos conseillers sont là pour accompagner ces personnes-là, pour définir leur projet, pour le finaliser en tout cas, pour analyser leurs demandes de financement. Et ensuite, généralement sous un délai de 10 jours maximum, on octroie, s'il y a un accord bien entendu en fonction de l'analyse du dossier, on octroie le microcrédit. Et ensuite, ce qui est important surtout, c'est pendant toute la durée du remboursement du microcrédit, c'est l'accompagnement et les formations que l'on apporte aux porteurs de projets. Merci beaucoup Emmanuel Legras. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADI. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, mais également sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, retrouvez Patrick Millan et toute son équipe lors de la matinale. Quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau JTM, même heure, même chaîne. Bonne soirée à vous.